Bonjour et bienvenue dans la série Algèbre linéaire. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la notion de sous-espace vectoriel. Plus exactement, elle est intitulée sous-espace vectoriel, définition exemple et construction. Étant donné un espace vectoriel E sur un corps K, alors on dira que H est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel E si H vérifie trois conditions. Première condition, H est un sous-ensemble non vide de l'ensemble E. Deuxièmement, pour le choix de tout couple d'éléments de grand H, X et Y, eh bien la somme de X et Y doit être un élément de grand H. Troisième et dernière condition, pour tout choix de scalaire lambda dans K et pour tout choix d'un élément X dans grand H, eh bien l'action de lambda sur X doit être un élément de grand H. Regardons un exemple pour illustrer cette notion. Considérons grand H l'ensemble des couples XX, tel que X est un réel, et E, l'espace vectoriel R carré sur le corps des nombres réels. Alors, par définition, H est un sous-ensemble de R carré, de même que, il est vrai que H n'est pas vide, du fait que le couple 0,0 est un élément de grand H, et de même que, pour tout choix de deux éléments dans grand H, grand X et grand Y, donc grand X est un couple de la forme petit x, x étant un élément du corps réel, de même que grand Y, elle est de la forme petit y pour un certain y dans grand R. Et donc la somme de grand X et de grand Y, somme des couples de R carré, elle est bien de la forme ZZ, où petit z est la somme de petit x et de petit y dans grand R. De même que pour tout scalaire lambda dans R et pour tout vecteur dans grand H, grand X elle est bien de la forme petit x pour un certain petit x dans grand R, alors l'action de lambda sur l'élément grand X de grand H, elle est bien lambda petit x virgule lambda petit x, et donc l'action de lambda sur grand X est bien un couple de grand H. Et donc, grand H vérifie bien les trois conditions citées dans la définition ci-dessus. Et donc, grand H est bien un sous-espace vectoriel du R espace vectoriel R carré. Voici quelques remarques. Pour tout espace vectoriel E sur un corps K, on a le sous-ensemble formé du vecteur nul de l'espace E est un sous-espace vectoriel de cet espace vectoriel E. De même que E est un sous-ensemble qui peut être considéré comme un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel E. Une troisième remarque est que si H est un sous-espace vectoriel de E, alors nécessairement le vecteur nul de l'espace doit être un élément de grand H. Et on va voir dans la suite l'intérêt considérable de cette troisième remarque. Regardons les justifications de ces trois remarques. Eh bien, le sous-ensemble formé de vecteurs nuls de l'espace E satisfait bien les trois conditions citées dans la définition d'un sous-espace vectoriel, c'est-à-dire que ce sous-ensemble n'est pas vide, et si vous prenez deux éléments dans ce sous-ensemble, qui seront nécessairement tous les deux égaux à 0, ou bien au vecteur nul, et bien leur somme, ainsi que l'action de tout scalaire donc sur ce vecteur nul, ça sera un élément de la partie H réduite au vecteur nul. De même que le sous-ensemble E vérifie les trois
propriétés ou bien les trois conditions imposées dans la définition d'un sous-espace vectoriel. Alors, quant à la troisième remarque, disons que si H est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel, eh bien le vecteur nul de cet espace doit être un élément de ce sous-espace. Ceci est une déduction de fait que, puisque H est un sous-espace, donc il n'est pas vide, donc il y a un certain élément petit x dans grand H, alors si ce petit x est dans grand H, donc l'action de moins 1, le scalaire moins 1 sur petit x qui est égal à moins petit x, elle est aussi dans le sous-ensemble grand H, et donc x et moins x sont dans grand H, et puisque grand H est un sous-espace, donc elle est stable par la somme, elle est stable par l'addition de cet espace, et donc la somme de x et de moins x, qui est le vecteur nul de l'espace, est bien un élément de ce sous-espace vectoriel. Alors, cette troisième remarque, elle est intéressante dans le sens que il est souvent utilisé pour prouver qu'un sous-ensemble n'est pas un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel donné. Comment? Alors, regardons ceci sur un exemple. Alors, regardons comment cette troisième remarque peut être utile pour montrer qu'un sous-ensemble ne peut être un sous-espace vectoriel. Voici un exemple. Si la question est de savoir que grand H formait des couples de la forme x plus 1, tel que petit x est un réel. Alors, prouvons que ce sous-ensemble de R carré ne peut pas être un sous-espace vectoriel de R espace vectoriel R carré. En effet, la remarque ci-dessus peut être utilisée de la manière suivante. Si H est un sous-espace vectoriel, alors, d'après la remarque troisième de la diapositive précédente, le vecteur nul de l'espace R carré, c'est-à-dire le couple 0, 0, doit être dans grand H. Or, le couple 0, 0 n'est pas de la forme x plus 1 pour un certain x réel. Donc, H n'est pas un sous-espace vectoriel du R espace vectoriel R carré. Voici un ensemble de résultats concernant la notion de sous-espace vectoriel rassemblés dans cette proposition. Si H est un sous-espace vectoriel d'un K espace vectoriel E, alors l'application du produit cartésien H croix H dans grand H, qui consiste à associer à tout couple XY de H croix H la somme de X et de Y, somme prise dans E, est une loi de composition interne émanant de H, qu'on va aussi désigner par le même symbole plus, de même que l'application du produit cartésien K croix H dans grand H, qui associe à tout couple lambda Y pris dans le produit cartésien K croix H l'action de lambda sur Y, est une action maintenant de K sur H, qu'on va encore désigner par point ou bien par un blanc. Troisième conséquence, c'est que le triplet H muni de cette loi de composition interne et de cette action de K sur H est un K espace vectoriel. Moralité de la chose est que si H est un sous-espace vectoriel d'un K espace vectoriel E, eh bien H est un K espace vectoriel. Voici la justification de ces trois résultats. En effet, le 1 et le 2 est une traduction des propriétés 2 et 3 de la définition d'un sous-espace vectoriel. Disons que si H est un sous-espace, eh bien H est stable par l'addition et H est stable par l'action. Quant à la troisième remarque, disons que H muni de cette loi interne et de cette action est un K espace vectoriel. Ceci est vrai du fait que l'addition dans E des vecteurs est associative et commutative, donc elle reste aussi associative et commutative quand il s'agira des éléments de grand H.
De même que le neutre de l'addition de H, qui est le vecteur nul de E, elle appartient à grand H, du fait que tout sous-espace contient le vecteur nul de l'espace. De même que pour tout vecteur, ou bien pour tout élément de grand H, moins 1 fois x, qui est moins x, elle est donc grand H du fait de cette stabilité de l'action des scalaires sur les éléments de grand H. Et donc, le sous-ensemble H muni de l'addition des vecteurs de E, que nous avons montré que c'est une aussi loi de composition interne de grand H, est un groupe abélien. Le reste de la définition d'un K espace vectoriel, elle est vraie pour les vecteurs de E, donc elle restera vraie pour les éléments de grand H. Alors, cette notion de sous-espace vectoriel, parmi ses utilités, est de simplifier la définition d'un espace vectoriel. L'addition est associative et commutative dans E, donc elle l'est aussi dans H. Le neutre de l'addition de H est le vecteur nul de E, qui est bien sûr dans H, puisque H est un sous-espace vectoriel, donc H est non vide. De même que H étant stable par l'action de K sur grand E, et qui est aussi stable par H qui est stable par l'action de K. Donc pour tout x dans H, moins 1 fois petit x qui est moins x est dans H. Sachant que H est aussi stable par l'addition, donc pour tout y et pour tout x dans H, y moins x est dans H. Et donc H plus est un sous-groupe de E plus, et donc par conséquent H plus est un groupe abélien. Le reste de la définition d'un K espace vectoriel est vrai pour les vecteurs de E, donc il est aussi vrai pour les éléments de grand H, ce qui achève bien la démonstration de la proposition. Voici maintenant une des utilités de la notion de sous-espace vectoriel. Cette utilité consiste à simplifier la définition d'un espace vectoriel, mais en utilisant la notion de sous-espace, dans ce cas-là, pour montrer qu'un ensemble E est un K espace vectoriel, alors si on connaît un K espace vectoriel grand F, tel que le E proposé est un sous-ensemble de cet espace vectoriel, et si on arrive à montrer que E est un sous-espace vectoriel de ce K espace vectoriel grand F, alors on va déduire que E est un K espace vectoriel de la proposition disons que un sous-espace est un espace vectoriel. Voici donc un exemple qui illustre cette utilité ou bien cet usage. Prenons l'exemple de E, l'ensemble de la diagonale de R carré, c'est-à-dire l'ensemble des couples XX tel que X est un nombre réel. Alors montrons que E muni de ces deux opérations, est un R espace vectoriel. Le plus ici est l'addition des couples de R carré et le point est l'action de R sur les couples de R carré. Alors, en proposant pour grand F, R carré muni de l'addition des couples et de l'action des réels sur les couples, est bien connu que c'est un R espace vectoriel. De plus, E, ici de l'exemple, est un sous-ensemble de R carré. E étant vide, il suffit de remarquer que le couple nul est dans E, de même que E est stable par l'addition des couples, et E est aussi stable par l'action des réels sur les couples, et donc E est bien un sous-espace vectoriel du R espace vectoriel R carré. Et donc en appliquant la proposition disons que tout sous-espace est un espace, on va déduire donc que E est un R espace vectoriel. Maintenant voici
comment construire des sous-espaces à partir de l'une des deux données suivantes. À partir de la connaissance d'un nombre de sous-espaces vectoriels ou à partir de la connaissance d'une partie de l'espace. Première construction. Étant donné deux sous-espaces vectoriels d'un K espace vectoriel donné E, eh bien, voici la première construction. L'intersection de F et de H est un sous-espace vectoriel de E. La preuve est que, du fait que H et F sont deux sous-espaces vectoriels, alors les deux sont non vides. Plus particulièrement, tous les deux contiennent le vecteur nul de l'espace E, et donc le vecteur nul est dans cette intersection, et donc l'intersection de F et de H est un sous-ensemble non vide. Quant à la stabilité de l'addition dans F inter H, étant donné deux vecteurs de F inter H, x, y sont donc à la fois dans grand F et dans grand H, donc x plus y appartient à grand F du fait que grand F est un sous-espace, et x plus y appartient à grand H du fait que grand H est un sous-espace vectoriel, donc x plus y appartient à l'intersection de F et de H. Troisième et dernière condition à voir est-ce qu'il est satisfait dans F inter H. Prenons un vecteur x dans F inter H et un scalaire lambda dans grand K. Alors x est un vecteur de F et de H à la fois, donc lambda x appartient à grand F du fait que grand F est un sous-espace, de même que lambda x est dans grand H pour la même raison, et donc lambda x est dans l'intersection de F et de grand H, donc on déduit que F inter H est un sous-K espace vectoriel de grand E, ce qui achève la démonstration du lemme disant que à partir de F et de H, deux sous-espaces, on a un nouveau sous-espace qui est l'intersection des deux. On va donner une remarque importante, à savoir que si on a un nombre de sous-espaces, eh bien l'union n'est pas toujours un sous-espace. Pour se convaincre, considérons les deux sous-espaces vectoriels H et grand F de l'espace vectoriel R carré, où H est l'ensemble des couples x0 où x décrit grand R, et F c'est l'ensemble des couples 0y où y décrit l'ensemble des nombres réels. Eh bien, le couple 1,0 est bien dans grand H, le couple 0,1 est bien dans grand F. Si l'union était un sous-espace vectoriel, donc elle doit être stable par l'addition. Mais la somme de ces deux vecteurs, qui est le vecteur 1,1, elle n'est pas dans l'union, car le 1,1 n'est ni dans grand H, et le couple grand A, 1,1, aussi, elle n'est pas dans grand F. Donc l'union de H et de F n'est pas un sous-espace vectoriel. Voici maintenant une deuxième construction de sous-espace à partir de la donnée d'un nombre de sous-espaces. Étant donné un espace vectoriel E sur un corps K et deux sous-ensembles de grand E, on définit la somme de ces deux sous-ensembles par la somme de f plus h, c'est l'ensemble des x plus y tels que x est dans grand F et y est dans grand H. À remarquer que f plus h est la même chose que h plus f. De même que il faut faire attention que l'union de h et de f n'est pas la somme de h et de f. En effet, grâce à la commutativité de l'addition de E, on a f plus h est égal à h plus f. Quant à la différence entre l'union et la somme, regardons cet exemple. H étant l'ensemble des couples x, 0, x étant un réel, et grand F l'ensemble des couples 0, y étant un nombre réel, alors elle est clair que le couple 1, 0 est donc grand H et 0, 1 est donc grand F, mais la somme de 1, 0 et de 0, 1
qui est le couple 1-1, est bien par définition dans H plus F, mais elle n'est pas dans H union F, car elle n'est ni dans H ni dans F. Donc, les deux ensembles, H union F et H plus F, sont en général distincts. Une proposition de définition, disons que si on a deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E, alors l'ensemble F plus H défini dans la diapositive précédente est un sous-espace vectoriel de E appelé le sous-espace somme de F et de H. Pour se convaincre, voici la justification. F et H étant deux sous-espaces, donc le vecteur nul de l'espace, elle est dans les deux sous-espaces, et donc la somme de ces deux vecteurs nuls, en fait la somme du vecteur nul avec lui-même, qui est égale au vecteur nul de l'espace, elle est bien dans l'ensemble somme. Et donc l'ensemble somme F plus H n'est pas vide. De même que si on choisit deux éléments dans l'ensemble somme, alors si le premier s'appelle X, alors donc il peut s'écrire sous la forme S plus petit r avec petit s dans F et R dans grand H. De même pour l'élément Y qui est dans la somme, donc il peut se présenter sous la forme U plus V tel que U est dans F et V est dans H. Et donc la somme des deux vecteurs X et Y, elle est bien sous la forme S plus U plus R plus V. R plus V est dans le sous-espace H et S plus U est bien un vecteur de grand F car les deux sous-espaces F et H sont stables par addition. De même que si on choisit un X dans l'ensemble somme F plus H et un scalaire lambda dans K, alors le X peut bien se présenter sous la forme S plus R tel que S est dans F et R est dans H. Et donc lambda fois X c'est bien lambda fois S plus lambda fois R avec lambda S est dans grand F et lambda R est dans H car F et H sont des sous-espaces donc stables par l'action de K sur F et aussi de K sur H. Et donc lambda x est bien dans l'ensemble somme de F et de H, et ceci prouve bien que l'ensemble F plus H est bien un sous-espace vectoriel de l'espace E. Voici un exemple. Si E est l'espace R3, l'ensemble des triplets tels que les composantes sont des nombres réels, prenons comme F l'ensemble des triplets tels que les deux dernières composantes sont nulles et la première elle est quelconque dans grand R. De même pour H, c'est l'ensemble des triplets tels que la deuxième est un nombre réel quelconque et la première et la troisième sont toutes les deux égales à 0. Et pour le troisième sous-espace, c'est l'ensemble des triplets tels que la première est nulle et les deux dernières sont quelconques dans grand R. Alors, il est facile de voir que la somme de F et de H, c'est l'ensemble des triplets tels que la troisième composante est égale à 0 et les deux premières sont quelconques dans grand R. Quant à la somme de F et de N, c'est l'espace vectoriel R3 en entier. Voici maintenant quelques définitions concernant cette notion de somme de sous-espaces. Eh bien, la somme de deux sous-espaces F et H sera dite directe si l'intersection des deux sous-espaces F et H est réduite au vecteur nul de l'espace E. Alors maintenant, si cette somme est directe, alors on va le noter par F plus entouré d'un rang H. On va lire la somme directe de F et de H. Alors, troisième définition, un sous-espace L de E sera dit une somme directe de deux sous-espaces F et H. Ceci veut dire que la somme de F et de H c'est L. De plus, l'intersection de F et de H est réduite au vecteur nul de l'espace. Dans ce cas-là,
Si L est une somme directe de deux sous-espaces F et H, alors on utilisera cette notation. On va dire L égale la somme directe de F et de H. Voici quelques exemples pour illustrer ces notations et ces définitions. Alors toujours si E c'est le R espace vectoriel R3, grand F c'est l'ensemble des triplets dont les deux dernières composantes sont nulles. H c'est l'ensemble des triplets dont la première et troisième composante sont nulles. N c'est l'ensemble des triplets dont la première composante est nulle. Et grand L c'est l'ensemble des triplets dont la première et la seconde composante sont nulles. Alors, dans ce cas-là, on a bien la somme de F et de H est bien directe et E est bien la somme directe de F et de N, de même que N est la somme directe de L et de N. Voici une troisième construction de sous-espace. Maintenant, c'est à partir de la donnée d'une partie d'un espace. Plus exactement, soit E un ensemble, alors on appelle un système fini de R éléments de E une suite finie à R termes. Il peut donc, cette notion de système, peut donc être identifiée à un élément de E à la puissance R, du produit cartésien E fois E à un nombre de fois égal à petit r. Alors, un sous-ensemble d'un système est une sous-suite de la suite finie grand S. De même, on dira qu'un système S1 est contenu dans un système S2 si S1 est un sous-système de S2. Alors, ce vocabulaire étant fixé, voici la définition d'une combinaison linéaire d'un système de vecteurs d'un espace vectoriel. On appelle une combinaison linéaire de S, S étant un système de vecteurs de E, c'est un vecteur X de E pour lequel il existe des scalaires, alpha 1, alpha 2, alpha n, n ici il est égal à ce n là, tel que X s'écrit alpha 1 fois V1 plus alpha 2 fois V2 jusqu'à plus alpha n fois Vn. Voici quelques exemples qui illustrent cette notion de combinaison linéaire. Voici S formé par deux vecteurs de R carré. Alors, une combinaison linéaire de S est un élément de R carré de la forme, donc, alpha 1 fois le premier vecteur plus alpha 2 fois le deuxième vecteur, où ici, les alpha I doivent être dans R. Et donc, le vecteur ici nul, c'est-à-dire le couple 0, 0, elle est une combinaison linéaire de ce système. Il s'écrit bien 0 fois ça, plus 0 fois 1 demi 0, et donc c'est bien une combinaison linéaire de S. Maintenant, posons-nous la question, est-ce que le couple 1, 3 est une combinaison linéaire de grand S? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver deux scalaires dans grand R, tel que le 1, 3, c'est égal à ce scalaire fois 3, 3, plus le deuxième scalaire fois 1 demi 0, eh bien, la réponse est oui. Parce qu'en fait, si on fait 1 fois le couple 3, 3 plus moins 2 fois le couple 1 demi 0, tout calcul fait, on va retrouver le couple 1, 3. Donc, on peut dire que 1, 3 est une combinaison linéaire de ce système S. Alors, cette notion de combinaison linéaire étant rappelée, voici ce qu'on appelle vecte d'un système de vecteurs. Plus exactement, pour un système de vecteurs S d'un K espace vectoriel E, on note vecte de S, l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de grand S. Plus exactement, si S est composé de n vecteurs V1, V2, Vn, eh bien, vecte de S, c'est l'ensemble de toutes les vecteurs qui s'écrivent A1, V1, plus A2, V2, plus AN, Vn, où les AI sont des scalaires dans le corps K. Soit E un K espace vectoriel et S un système de vecteurs de E. Alors, l'ensemble vecte de S est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant S.
le plus petit, c'est-à-dire au sens de l'inclusion. Ce sous-espace, il est appelé le sous-espace vectoriel de E engendré par le système S, montrant que l'ensemble des combinaisons linéaires, premièrement, c'est un sous-espace de l'espace, et deuxièmement, c'est le plus petit, c'est-à-dire il n'y a pas un sous-espace qui est contenu dans ce vecteur de S et qui contient S. Alors, pour la première tranche de la démonstration, c'est-à-dire justifiant que vecteur de S est un K espace vectoriel de E, alors prenons deux vecteurs de ce vecteur de S. Alors, si ces deux vecteurs se nomment X et Y, alors donc pour X, il peut se présenter sous la forme lambda 1 S1 plus lambda 2 S2 jusqu'à lambda n Sn. Ici, les SI, ce sont les vecteurs formant le système grand S. Et les lambda I sont des scalaires dans K. De même, pour Y, il va pouvoir s'écrire de la forme bêta 1 S1 plus bêta 2 S2 jusqu'à ici plus bêta n Sn où les bêta I sont dans K. Et donc, le X plus Y, en utilisant les propriétés de l'espace vectoriel, c'est-à-dire à savoir que l'addition est commutative, est associative, et que l'action est distributive par rapport à l'addition des vecteurs, on va retrouver que X plus Y se présente sous la forme ici lambda 1 plus bêta 1 S1 plus lambda 2 plus bêta 2 S2 jusqu'à ici plus lambda n plus bêta n fois Sn. Et donc, c'est une combinaison linéaire des vecteurs de S, ici car les lambda I plus bêta I sont bien dans K. Et donc, ce vecteur de S est stable par addition. De même que si on choisit un X dans vecteur de S et un scalaire alpha dans K, le X, il va pouvoir s'écrire sous la forme lambda 1 S1 plus lambda 2 S2 jusqu'à lambda n Sn où les lambda I sont des scalaires dans K et les SI sont les vecteurs du système S fixé. Alors, alpha fois X, toujours en utilisant les propriétés de la définition de l'espace vectoriel, elle va se présenter sous la forme alpha fois lambda 1 fois S1 plus jusqu'à alpha fois lambda n fois Sn. Ici, les alpha lambda I sont bien des scalaires, sont des éléments du corps. Et la multiplication des scalaires, c'est bien une loi de composition interne. Et donc, alpha x, c'est bien une combinaison linéaire des vecteurs de grand S. Et donc, ça appartient bien à vecteur de S. Ainsi, vecteur de S, c'est quelque chose non vide, puisque le vecteur nu, c'est une combinaison linéaire des éléments de S, car 0 fois S1 plus 0 fois S2 plus 0 fois S1, c'est égal au vecteur nul. Et donc, c'est bien quelque chose de non vide, stable par l'addition et par l'action. Et donc, c'est bien un sous-espace vectoriel. Ce qui reste à montrer, c'est que c'est le plus petit, c'est-à-dire si H est un autre sous-espace vectoriel de E qui contient S, eh bien on doit montrer que vecteur de S est contenu dans ce sous-espace H et donc vecteur de S est le plus petit. Voici comment on arrive à ça. Alors, du fait que H est un sous-espace vectoriel de E, on déduit que H contient toute combinaison linéaire des vecteurs de S. Et donc, vecteur de S est inclus dans H. Et alors, vecteur de S est bien le plus petit sous-espace de E contenant grand S, ce qui achève la démonstration de la proposition. Quelques résultats concernant cette notion de sous-espace engendré par un système de vecteurs d'un espace vectoriel. Étant donné deux systèmes S et Q d'un K espace vectoriel V, alors les propriétés ci-dessous sont vraies. Si S est inclus dans Q, alors vecteur de S est inclus dans vecteur de Q. Deuxième résultat, l'espace engendré par l'ensemble vecteur de S, c'est la même chose que le sous-espace engendré par S. Donc, ce qui se lit par vecteur de S, c'est la même chose que vecteur de S. La preuve, pour la première propriété, si X appartient à vecteur de S, alors on peut trouver un ensemble de scalaires dans K tel que eh bien, X s'écrit lambda 1 S1 jusqu'à lambda plus lambda n Sn. Ici, les SI, toujours, désignent les vecteurs formant le système grand S. Eh bien,
les SI sont des vecteurs dans grand S est inclus dans grand Q, donc les SI sont des vecteurs de grand Q, et donc X c'est une combinaison linéaire des vecteurs de Q, et donc X appartient avec des Q, ce qui achève la justification de la première propriété de notre proposition. Quant à la seconde, eh bien, vecte de S est le sous-espace des combinaisons linéaires de vecte de S. Or, une combinaison linéaire des vecteurs de vecte de S est une combinaison linéaire des vecteurs de S. Et elle est trivialement aussi vraie qu'une combinaison linéaire des vecteurs de S est une combinaison linéaire des vecteurs de vecte de S, ce qui prouve la deuxième proposition de notre proposition. Voici quelques remarques. C'est que la contraposée de cette propriété, c'est-à-dire que si on a vecte de S est inclus dans vecte de Q, ceci n'entraîne pas nécessairement que ici les systèmes sont dans la même inclusion, dans le même ordre, c'est-à-dire plus exactement, si on a vecte de S, bon, ce qui est vrai aussi pour l'égalité, et ce que j'ai dit pour l'inclusion est aussi vrai, si vecte de S est égal à vecte de Q, eh bien ceci n'entraîne pas nécessairement que S est égal à Q, ou S est inclus dans Q. Pour se convaincre, voici un contre-exemple. Si vous considérez l'espace vectoriel R carré sur R, et si vous prenez S, c'est la partie formée des deux couples 1, 1, 1, 0, et Q, c'est le système formé des trois couples ici, 2, 1, 0, 1 et moins 1, 0, eh bien, vous pouvez voir que vecte, que ça et ça, c'est la même chose, et c'est égal à R carré, et comme vous voyez, ici, le système S n'est ni inclus, ni égal à ce système grand Q, ce qui prouve bien que notre remarque est bien juste. Merci de votre attention et à bientôt.